Après 146 épisodes, je pense ne plus avoir besoin de le prouver. Je suis dev et je le suis depuis longtemps. J'ai toujours aimé ça et j'aimerais toujours ça, c'est en moi. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le dev est en train de changer. Et oui, nous allons encore parler de nos codes, mais pas avec n'importe qui. Je vous ai beaucoup parlé d'Integromat devenu mec depuis. Je ne pouvais donc pas rater l'occasion de faire un épisode avec mec. Et donc, vous m'excuserez, pendant cet épisode, je serai un peu fanboy. Mais alors, tout le monde doit-il se mettre à mec? Est-ce un outil de débutant ou d'expert? Et surtout, ne serait-ce pas qu'une tendance passagère? Pour répondre à ces questions, je ne reçois pas Quentin Tarantino, mais il s'y connaît en scénario. Benjamin, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Benjamin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, donc je suis Benjamin Poté, je suis consultant avant-vente chez Make. Donc consultant avant-vente, ça veut dire en fait que j'accompagne les commerciaux pour les aider à promouvoir la solution et à répondre aux questions techniques des clients. Donc moi historiquement j'étais développeur, donc je développais en C, en Java, en assembleur et j'ai basculé assez rapidement chez les éditeurs pour les aider presque systématiquement à vendre, à promouvoir la solution qu'ils proposent à leurs clients. Ok. Alors du coup en tant que dev, quelle est ta relation à toi avec le no-code, au-delà avant de parler de Integromat et de mec? Alors en fait, j'ai vu une remarque assez intéressante sur LinkedIn une fois, enfin dans un commentaire qui disait pour moi le no-code ça veut pas dire qu'on code pas, on devrait plutôt appeler ça du visual code. Donc en fait, pour moi le no-code c'est quand même du coding, mais visuel, c'est-à-dire on n'est pas sur des lignes de code, on est en train de composer des choses directement avec du drag and drop, etc. Donc en fait ça me parle quand même, c'est-à-dire qu'en tant que développeur, je vois avec quelle facilité on construit des applications, quelle facilité on fait de l'intégration, on va en reparler, mais tout en étant capable d'aller très très loin en fait. Donc pour moi, no-code ça me parle énormément et surtout c'est ce que j'essaie de promouvoir depuis toujours avec des solutions on va dire low-code, des solutions un peu plus visuelles où on essaie de se rapprocher des utilisateurs non développeurs pour leur donner plus de capacité à construire quelque chose sans avoir à passer par l'IT, sans avoir à attendre finalement que les équipes techniques soient prêtes à développer. Donc voilà, ça me parle en tout cas. Oui, tu parles effectivement de cette notion de programmation visuelle avec laquelle je suis tout à fait aligné. Et c'est vrai que j'ai presque envie de dire, comme tu as quand même ces soucis, enfin pas ces soucis, mais tu as quand même ces questions de structuration de ton scénario, de la gestion de tes variables, enfin tu vois, tu as toute une partie d'architecture qui est quand même hyper importante. Voilà. Est-ce qu'au final, le no-code, c'est pas tant que ça un outil réservé, destiné, on va dire, au grand public, parce qu'en fait, il faut quand même avoir une démarche et une appréciation de cette structure-là. Ouais, je suis d'accord avec ça. En fait, moi je remarque, alors moi j'ai beaucoup de facilité à me mettre sur du make pour écrire des scénarios parce que justement je codais. Je rencontre beaucoup de clients qui n'ont jamais fait d'informatique et je vois que parfois ils ont un petit blocage parce que effectivement, on est quand même, comme tu dis, en train de créer des variables. On est quand même en train d'appeler des API, donc il faut comprendre ce qu'est un document JSON. Donc voilà, et ça ne s'adresse pas encore tout à fait à ce qu'on appelle les citizen developers. Hein. Donc je ne vais pas mettre Make ou d'autres outils no-code dans la main d'un chef d'entreprise ou une personne qui n'a jamais travaillé avec l'informatique. Certains s'y intéressent, hein, donc ils y arrivent. Hein. J'ai des collègues commerciaux qui n'ont jamais fait d'informatique. Ils sont commerciaux d'informatique, mais ils n'en ont jamais fait, ils n'ont jamais développé. Et ils écrivent leurs scénarios pour leurs propres besoins internes. En fait. Donc de temps en temps, ils me demandent un petit peu d'aide, mais globalement, on y arrive quand même. Mais c'est pas...
c'est pas si évident au départ, malgré tout. Ouais, il y a besoin d'avoir un certain mindset quand même pour réussir à s'y mettre. Exactement. Ouais. Alors donc du coup, toi, tu as rejoint MEC il y a combien de temps maintenant ? Ça va faire seulement 5 mois. D'accord, c'est tout récent. C'est tout récent. Ouais, on vient de construire une équipe en France, en fait. Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir MEC notamment par rapport parce qu'il y a aussi d'autres solutions no-code sur le marché. Pourquoi MEC ? Oui, alors déjà, quand on travaille dans un domaine, alors moi j'ai travaillé depuis très longtemps dans l'intégration. Tout ce qui est intégration, automatisation, on pourra en reparler. Il y a une convergence entre ces diverses technologies. Moi, quand on travaille dans ce domaine-là, on a du mal à en sortir. J'ai déjà regardé les bases de données, j'ai déjà regardé d'autres technos pour développer des applications front, par exemple. Le domaine où je suis plus à l'aise, c'est justement ça, l'automatisation et l'intégration. Donc, quelque part, c'était MEC ou un autre éditeur dans ce domaine. Alors, ce qui m'a attiré chez MEC, ce qui m'a fait changer, c'est que donc j'ai travaillé chez d'autres éditeurs dans le monde de l'iPaaS, c'est Integration Platform as a Service. Okay. Donc c'est équivalent au final. On interface des applications entre elles, on fait des transformations en orchestre, etc. Mais ça restait très dédié à l'IT, c'est-à-dire que c'est seulement les techs qui peuvent utiliser ce type de solution. Et il y avait une certaine frustration même chez les clients, chez les clients métiers, qui disent voilà, j'ai un outil maintenant à ma disposition pour accélérer le time to market et être capable de travailler, de lancer une campagne marketing par exemple, parce que voilà, l'IT va pouvoir interfacer mon Salesforce avec tel autre système, la base de données, etc. Mais en réalité, comme c'est l'IT, que l'IT a des budgets très limités, ils ont peu de ressources pour travailler sur les projets. Donc, même s'ils s'équipent de solutions d'intégration, ils ont du mal à suivre le rythme du marché, au final. Okay. Et donc là, ce qui m'a plu chez MEC, c'est que quand j'ai testé la plateforme, lors d'entretiens, etc., c'est là que je me suis rendu compte qu'on travaillait avec une vitesse phénoménale. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce que je faisais en 2 mois chez l'éditeur précédent, je le fais vraiment, honnêtement, en quelques heures avec MEC. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé parce que je savais, alors quand on est avant-vente, on a besoin de plaire. En fait, on va voir un client, il faut que le client soit là, il faut avoir l'effet waouh, en fait. Ça fait très plaisir pour un avant-vente d'avoir un client qui dit « Ah, c'est génial, j'adore », ou trouver des champions chez les clients, c'est-à-dire des personnes qui vont sponsoriser quelque part la solution en interne et qui vont nous aider finalement à proposer cette solution. Et donc, j'ai senti que c'était vraiment le type d'application, le type de solution qu'il fallait, quel est l'avenir en quelque sorte. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me joindre à l'aventure. On est au tout début en finale, même si MEC Integromat finalement a 10 ans. Déjà ? Ouais, déjà, ouais. C'est, un peu moins, pardon. C'est plutôt 6 ans, mais ouais, je compte les années où c'était encore dans le garage. Mais okay. C'est plutôt 6 ans. Même si cette technologie-là est beaucoup utilisée, on commence tout juste à rentrer dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire les grands groupes qui ont des besoins, autant de besoins que finalement les auto-entrepreneurs ou les petites PME. Donc voilà, donc c'est une aventure à suivre et je suis ravi de pouvoir participer à ça. Mais donc du coup, tu avais testé aucun outil no-code avant de découvrir MEC ? Alors si, j'avais déjà fait du Bubble par exemple, pour développer des petites interfaces, surtout pour les besoins d'avant-vente, c'est-à-dire quand je faisais des démos, c'était bien d'avoir une petite interface pour montrer au client, tiens je clique là-dessus, ça déclenche quelque chose. Donc j'utilisais ce type de technologie-là. Alors chez les autres éditeurs, vous verrez les éditeurs low-code ont tendance à essayer de se hisser vers le no-code, c'est-à-dire qu'ils essaient de simplifier au maximum leur environnement pour montrer qu'ils peuvent faire plein de choses et au final ils se mettent à créer des applications pour créer des IHM, à créer des applications pour faire de l'orchestration, pour créer une base de données, etc. Et très souvent, quand on travaille chez des éditeurs comme ça, on va pas voir les autres applications no-code parce qu'on essaie d'aller sur les plates-bandes du no-code en quelque sorte. C'est-à-dire, on dit voilà, nous, on peut créer une application avec quelques clics, vous faites une interface web avec des enchaînements de pages. Donc, c'était plutôt là-dessus que j'étais. Donc, en fait, on peut presque dire que j'ai découvert le vrai no-code
avec Make, au moment où j'ai commencé à regarder cette technologie, à créer des scénarios, voilà, à travailler avec la solution. Et alors du coup, tu as évoqué ces projets qui étaient pendant un petit moment très orientés IT. Oui. Aujourd'hui, avec Make ou avec Integromat, ou avec d'autres outils même plus ou moins équivalents, c'est pour quel genre de projet que ce genre de solution peut s'appliquer? Alors, les premiers projets, ceux qui étaient la cible en fait jusqu'à présent de Integromat Make, c'était les projets plus frontaux. Par exemple, une équipe marketing qui veut générer des leads et les envoyer vers un Salesforce ou un Google Sheet, par exemple. Des projets, on va dire, tactiques pour accélérer finalement, enfin automatiser les différentes étapes que normalement ils font à la main. Donc c'est-à-dire économiser du temps sur ces projets-là et pas passer aussi beaucoup de temps à programmer, à créer ce type d'automatisation. Et on voit de plus en plus de sociétés maintenant qui rentrent dans des projets plus, alors je vais utiliser le terme anglais, mais mission critical. C'est-à-dire que maintenant, on a déjà des clients d'ailleurs chez Make qui ont tout leur business qui tournent sur Make. C'est-à-dire c'est des scénarios qui gèrent du order to cash en quelque sorte. Donc les prises de commandes des clients, toute la partie logistique, toute la partie delivery, la partie facturation, tout ça est complètement sur Make. Mais c'est pas encore vrai pour tous les clients. C'est-à-dire que même pour des grands groupes, on a encore beaucoup de projets qui sont développés par une BU en particulier. Alors on a beaucoup d'équipes marketing qui utilisent des MailChimp pour faire de l'emailing, pour récupérer le nombre de clics par exemple, ou qui utilisent du Facebook Ads et qui regardent les retours dessus. Vous voyez, il y a encore beaucoup de projets de ce type, mais ça commence à être vraiment plus, j'aurais utilisé le terme mission critical. Ok. Mais alors, de ce que tu sembles décrire, ce serait surtout des projets qui permettent à des équipes de mettre en place des solutions, des produits, des applications, sans passer par un département IT. Donc du coup, de s'extraire de ce rythme-là qu'il peut y avoir en sprint ou en cycle en V, tu vois, et donc de faire les choses directement eux-mêmes, sans passer par une équipe IT qui va devoir créer une solution qui sera plus ou moins maintenable par eux. Alors, oui et non. En fait, le souci de ce type de technologie-là, c'est qu'on se retrouve un peu dans la catégorie Shadow IT ou Rogue IT. C'est-à-dire les métiers qui se mettent à acheter des solutions et à travailler sans demander l'avis de l'IT. On sait très bien qu'on a beaucoup de réglementations maintenant, GDPR, on a des PCI DSS pour les banques, voilà. On a énormément les sociétés essaient d'éviter de prendre des risques finalement vis-à-ise des technologies, pas laisser une donnée personnelle sur le web quelque part. Et donc l'IT n'apprécie pas beaucoup finalement que les gens des métiers prennent leurs décisions seuls. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez Make, on a créé une entité Enterprise. En fait, je fais partie d'une entité, je ne vends pas des team plans, des pro plans, vous voyez, tous les ce qu'on appelle les self-serve, c'est-à-dire où les gens mettent leur carte bancaire, etc. Mais je vends une version, on va dire, plus avancée de la solution, qui est la même en termes d'interface, mais qui rajoute des fonctionnalités. Cette version-là, elle est justement là pour faire un compromis entre la liberté qu'on peut offrir au métier et la gouvernance qu'on peut laisser à l'IT. Parce que l'IT, finalement, veut contrôler, veut continuer à mesurer l'usage, il veut savoir ce qui passe dans les tuyaux, si ce sont des données critiques ou pas. Ils veulent s'assurer que... alors, je ne sais pas si... Donc tu as utilisé mon Make déjà depuis un moment. Lorsqu'on se connecte, par exemple, sur Google, pour envoyer un mail avec Gmail, on utilise son propre compte. C'est-à-dire, on fait le hôte, on se connecte, on dit j'autorise Make à appeler l'API de Gmail en mon nom. On fait pareil pour Jotform, on fait pareil pour Typeform, enfin pareil, voilà, pour toutes les technos. L'IT, eux, ils disent non, attention,
moi, je veux contrôler ça, donc je voudrais que ce soit, par exemple, un utilisateur technique, que moi je contrôle, que je puisse, à un moment donné, couper la vanne et dire, voilà, il y a un problème, je peux arrêter, etc. Donc en fait, ok, ça laisse de la liberté au métier. Dans une petite entreprise hein, où on a un mec à l'IT qui gère tout, ouais, là, c'est ce qu'on appelle, nous, le sweet spot. En fait, c'est vraiment c'est la cible initiale, en fait, de la solution. Hein. Mais... En fait, dans les grands groupes, il faut réussir à faire plaisir à tout le monde. Et d'ailleurs, on part souvent, moi je parle beaucoup avec des clients, donc ce sont des gens plus du métier. Là, j'ai travaillé avec un grand groupe, ils avaient besoin d'interfacer du ServiceNow avec du Salesforce. Vous voyez, donc déjà, les applications, c'est quand même des plus gros trucs. Hein. Ils avaient besoin de faire ça. Et en fait, en seconde phase, ce qu'on va devoir faire, c'est parler à l'IT. C'est-à-dire ils vont nous mettre l'IT dans les pattes, si je puis me permettre le terme. Et ils vont... là, on va avoir des questions sur la sécurité. Est-ce que les données sont chiffrées? Qu'est-ce qui est persisté? Combien de temps? Quelle est l'architecture de la solution? Comment appelle-t-on des applications on-premise aussi, vous voyez? Donc, toutes ces questions-là, on n'y échappe pas, en final. Donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente entre les métiers et l'IT. Et donc l'IT, l'idée derrière, c'est qu'ils disent, voilà, on vous met à disposition une solution que vous pouvez utiliser, vous pouvez créer vos propres scénarios, vous pouvez aller plus vite sans qu'on ait à travailler, mais on est là pour vous accompagner si vous avez un problème technique, on est là pour valider ce que vous avez fait, etc. Et donc, on est dans le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. Oui, parce qu'il y a quand même un risque, effectivement, dans ce que tu évoques sur le fait que tu connectes ta boîte mail et compagnie, il y a un risque comme ça sort complètement du département IT si jamais le scénario il est créé par un département marketing, par exemple dans les exemples que tu évoquais. Tu as un risque entre guillemets, de fuite de données ou d'ouverture d'informations. En fait, ça peut être du coup, entre guillemets, une faille de sécurité que d'autres personnes ouvrent qui ne sont pas du métier, donc c'est vraiment effectivement ce que tu évoquais, le blind spot, c'est-à-dire que en fait, c'est des gens que tu ne contrôles pas. Donc, est-ce que du coup, les départements IT ils doivent avoir une évangélisation de toutes les personnes qui vont utiliser des outils comme MEC au sein de la boîte pour qu'ils apprennent à faire attention aux données qui vont transiter, à ce qu'ils ouvrent ou à ce qu'ils ferment. Alors oui, pas seulement avec MEC ou d'autres technos no-code. Hein. En général, maintenant, les sociétés doivent être conformes à des réglementations type ISO 27001, SOC 2. Voilà. Donc pour ça, en fait... Ils doivent éduquer de toute façon les employés. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé chez MEC, comme tous les autres éditeurs, je dois passer des examens, enfin des cours avec des QCM. Là, il y a un email, est-ce que c'est une donnée perso ou pas? Vous voyez, on nous éduque quand même. C'est-à-dire qu'on commence dans l'entreprise à avoir conscience des risques. Hein. Donc, quelque part, ça limite quand même ce risque de fuite d'informations parce que les utilisateurs sont conscients des risques associés. Mais bon, on n'est pas à l'abri quand même de quelqu'un qui fait quelque chose sans faire attention. J'ai des clients qui sont IPA, ça veut dire c'est pour les hôpitaux, pour les données de santé, etc., qui mettaient dans une fiche Excel la liste des patients, par exemple, avec le numéro de sécurité sociale. Vous voyez, il y a quand même des erreurs comme ça. Mais globalement, il y a ça. Et puis après, justement, c'est pour ça qu'on parle de version entreprise. C'est on va donner la main, plus de contrôle à l'IT. C'est-à-dire que l'IT va dire, voilà, on va créer des teams. Ces teams va pouvoir se focaliser que sur un sujet. On va créer nous-mêmes la connexion pour qu'on puisse contrôler cette connexion-là. Donc, il y a une forme de prise de contrôle pour éviter les dérives. Hein. Ouais. Donc, ça bouge quand même, donc il y a encore des progrès à faire hein, dans la solution comme dans les mentalités, mais ça, on va dans le bon sens. Ouais. Alors juste pour préciser, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas encore malheureusement la puissance de MEC, donc quand tu parles de connexion, c'est qu'en fait sur MEC, tu vas définir l'ensemble des connexions à tous les différents services que tu vas utiliser. Donc une connexion avec ton Gmail, ton Google, un Mailchimp, un Twitter, un LinkedIn, ce que tu veux. Et après, dans tes scénarios, tu as des modules qui te permettent d'effectuer un ensemble d'actions sur les différents connecteurs que tu as choisis. Donc tu as une espèce de séparation, on va dire, entre la logique de à quoi je me connecte et après qu'est-ce que je fais dessus. C'est pas quelque chose que tu fais, c'est pas... La connexion, elle n'est pas inhérente à chaque scénario. Tu as vraiment des scénarios qui vont mener des actions sur des connexions que tu as créées à côté. Alors,
Alors en fait, oui et non. C'est-à-dire que pour rendre l'expérience la plus simple possible, en général, quand on construit un scénario, on dit voilà, je veux récupérer une info dans mon Salesforce et envoyer un mail via Mailchimp. À un moment donné, il faut créer sa connexion, il faut se connecter. Donc une fois qu'on s'est connecté, on peut réutiliser cette connexion dans d'autres scénarios ou dans d'autres modules, dans d'autres parties du scénario. Donc il y a quand même un lien direct pour que l'utilisateur un peu moins technique puisse aller directement et créer vraiment son scénario bout en bout sur la même page en quelque sorte. Hein. Mais globalement, il y a quand même cette distinction. La connexion, c'est une chose. On a des moyens plus sophistiqués de se connecter à une application. Hein. Parfois, on peut parler... Alors là, on rentre dans des détails plus techniques, mais en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais bon, vu l'audience, je pense que vous connaissez, mais on appelle des API essentiellement. Et les API, on a des moyens de les sécuriser. On va faire de l'authentification. Alors, on parle beaucoup de OAuth, par exemple. On parle de Basic Authentication. Enfin, on a plein de moyens d'authentifier l'appelant. Et donc, la plupart des technos, maintenant, qu'on appelle, alors, il y en a quand même... on avait comptabilisé, on a à peu près 8000. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 8000 solutions sur le web pour faire des gestions de tâches, gestion d'agenda, emailing, etc. C'est gigantesque. Hein. Et on en intègre déjà nativement que, entre guillemets, 1000. Hein. C'est déjà énorme, hein. 1050 ou on est même à 1100 parce qu'on en sort à peu près toutes les semaines. Et donc pour ça, on appelle les API de ces solutions-là. Et la plupart maintenant proposent plusieurs modes d'authentification. Hein. Donc la plus simple possible, finalement, je rentre, je suis redirigé vers la page d'authentification de cette solution, je m'authentifie, je dis j'autorise l'application Make à appeler en mon nom les API, mais on a des systèmes un peu plus sophistiqués où il faut créer ce qu'on appelle une application cliente. C'est-à-dire il faut créer une application, faut déclarer en quelque sorte une application qui va consommer les API, donc elle a son identifiant, elle a éventuellement des quotas d'appel, elle a des droits très précis, et on peut aussi faire une authentification dans ce mode-là. Donc de sorte qu'un administrateur va créer la connexion, donc c'est presque un user technique qui va faire la connexion, et ensuite les utilisateurs qui veulent créer des scénarios vont s'appuyer sur cette connexion-là. Hein. Donc voilà, on a des... On appelle donc, pour résumer, des API avec plusieurs modes d'authentification. Et l'idée, c'est de chercher la méthode d'authentification la plus sécure et la plus contrôlable, finalement, pour l'entreprise. Alors, pour revenir justement à ces use cases que tu évoquais sur ce profil d'entreprise, pour revenir du coup aussi à cette notion de perte de contrôle de la part du département IT de ce que peut être produit par des gens qui ne sont, du coup, entre guillemets, on va dire, non-dev, est-ce que du coup il y a une possibilité de gérer cette notion de déploiement, c'est-à-dire que du coup des gens vont créer des scénarios et c'est un département IT qui va pouvoir les mettre en prod une fois qu'ils ont fait un ensemble de tests? Alors désormais oui. Alors on peut pas dire alors parlons spécifiquement de la solution Make. On ne peut pas dire encore que ce soit complètement CI/CD, vraiment pour tout continuous development, continuous integration. Mais en revanche, il y a déjà des premières fonctionnalités qui permettent de le faire. Par exemple, alors c'est des souscriptions un peu plus hautes quand même, hein, la souscription Teams ou la souscription Enterprise propose justement des Teams. Et les Teams peuvent être vus, alors ça peut être... utiliser une Teams, j'ai une BU marketing, j'ai une BU sales, une BU logistics, compta, etc. Ça peut être des Teams qui travaillent sur leur projet propre et qui ne voient pas ce que font les autres Teams. Hein. Donc c'est chacun, si on m'a mis dans une team, je ne vois pas les autres, sauf si on m'y ajoute évidemment. Alors on peut utiliser ça en fait, pour créer des environnements, c'est-à-dire environnement de dev, environnement de recettes, environnement de production, et dire voilà, l'administrateur lui, il ne voit que l'environnement de recettes, il voit tout, en gros, voilà, on va dire il voit tout, mais le développeur, celui qui crée, alors on parle de développeur, nos développeurs, lui, celui qui crée le scénario au départ, il est dans sa team dev. Il crée ses connexions avec son propre user, il joue, il s'amuse, il teste, il est dans un environnement de développement partout, sur Salesforce, sur Google, etc. Et une fois qu'il a terminé, lui, il peut accéder qu'à cette team-là. Donc l'IT ou l'administrateur de l'IT, lui, il peut cloner, il peut déplacer en quelque sorte des scénarios d'environnement-environnement. Donc il dit, voilà, je le mets dans le team recette et je vais recréer les connexions.
Et cette connexion-là, maintenant, vont sur les serveurs de recettes, serveurs d'intégration, serveurs de test, etc. Hein. Et puis pareil pour aller en prod. Il dit voilà, maintenant c'est bon, on est bon, ce scénario fonctionne, on l'a testé, on passe en production, donc on copie le même scénario dans la team prod, et on recrée les connexions, mais cette fois-ci sur les environnements de production. Et donc, le développeur, il peut continuer à jouer dans sa propre team, créer une V2 de son scénario, faire d'autres choses. Hein. Et pendant ce temps, en fait, le même scénario, quelque part, tourne en mode production, mais cette fois-ci en pointant sur les environnements de production tiers. Donc là, comme ça permet d'éviter le problème, et ça, c'est la question revient très souvent, hein, ouais, mais alors, moi, je joue directement sur mes données de production, même pour tester, on peut voir des catastrophes, hein, genre, je veux faire un delete, un update, etc., et je me suis pas rendu compte, je me mets à le faire sur plein de systèmes, d'un coup, non, ça reste dangereux. Donc, on essaie un petit peu, au travers de bonnes pratiques et de fonctionnalités, de faire en sorte que ça suive les bonnes pratiques CI/CD, en fait. Okay. Voilà. Je trouve ça assez fascinant parce que ça veut dire que le no-code à la base ou le low-code, c'est quand même des produits qui sont à destination des citizen développeurs, on va dire. Le but, c'est quand même d'ouvrir un peu le champ des possibles et de permettre à tout le monde de développer. Et au final, vous avez des solutions qui se tournent de plus en plus vers des problématiques IT, d'équipes de dev. Tu vois, là, tu parles de CI/CD, on a parlé de déploiement, de gestion d'environnement, de staging, qui sont des trucs que le citizen developer ne maîtrise absolument pas. C'est des vrais trucs techniques. Est-ce qu'en fait, petit à petit, ça se professionnalise en reproduisant les codes de ce qui existe déjà, ou il y a quand même un changement de paradigme qu'apporte le no-code qui fait que petit à petit, il y a quand même un split qui se fait dans les mécaniques et dans les logiques. Alors en fait, comment dire, c'est intéressant cette question parce que ça reprend un peu aussi ce que j'allais évoquer plus tard, mais on va l'évoquer maintenant. C'est-à-dire cette convergence qu'il y a entre les technos d'entreprise et les technos plus no-code, citizen, etc. En fait, on doit quand même laisser le citizen developer continuer à travailler dans son coin. Moi perso, j'utilise Make pour mes propres besoins, j'utilise mes propres comptes perso pour me connecter. Je suis sur ma prod, en quelque sorte. Je m'en moque, en fait. J'ai pas créé un compte pour faire mes tests et un compte pour faire ma production. Hein. Mais bien sûr, l'entreprise, surtout l'IT, ils sont habitués à gérer de bout en bout le cycle de vie de ce qu'ils développent, de ce qu'ils écrivent. Et donc, pour revenir dessus, il fallait aussi faire ce compromis et permettre à la fois de conserver ce mode de fonctionnement qu'on trouve d'ailleurs là les plans Core, Pro, etc., les classiques ou le Free. Il n'y a pas de notion de Teams, par exemple. Donc c'est pareil, ça change rien à Integromat version 1, c'est pareil. Mais par contre, dès qu'on rentre sur des modèles qui s'adressent plus à des plus grosses entreprises, c'est là qu'on rentre dans ce mode où effectivement il faut gérer des versions, il faut gérer il faut faire des tests unitaires, mais des tests aussi d'intégration, des recettes, etc. avant de mettre en production. Donc c'est cette convergence qu'on voit. Et d'ailleurs, nous parfois, on est en concurrence. Alors quand on fait de l'avant-vente, hein, on essaie de vendre à une grande entreprise, on est face à des acteurs de l'iPaaS, comme j'évoquais tout à l'heure. Hein, donc les habituels qui font de l'intégration vraiment back-end, c'est-à-dire vraiment intégrer un NetSuite avec un SAP ECC et une base de données Oracle, etc. et faire de l'orchestration autour de ça. Donc ceux-là, en fait, ils viennent du monde de l'IT. Donc, ils ont, on va dire, de base, des solutions de gestion de cycle de vie. Il y a des notions de deploy, version, check version, compare, etc. Et dans le no-code, on n'a pas ces notions-là. Et donc, il faut réussir donc, le monde du no-code rajoute des fonctionnalités pour séduire le monde de l'entreprise, et les autres acteurs du low-code ou du développement essaient de séduire les citizens en proposant des moutures visuelles, entre guillemets no-code, de leurs solutions. Hein, et plein d'éditeurs, si vous avez l'occasion d'aller voir sur ce que sont les iPaaS, la majorité maintenant, ils ont toujours un petit logiciel en plus qui permet de faire du no-code, hein, qui permet des citizens. Et donc on voit qu'il y a quand même de la convergence. Et je disais, parfois dans l'avant-vente, on est face à eux, en fait. Et donc, on a des projets
où on a des questions, comment vous gérez les déploiements, etc. Alors que on est dans le mode SaaS complet et il n'y a pas de notion réellement de déploiement. Voilà, on code et on exécute. Hein. Il n'y a pas d'environnement de dev, d'environnement physique, hein, je veux dire, hein, de développement, de mise en production, etc. Donc, il y a cette convergence et il faut aussi éduquer. Parce que du coup, on a les citizen développeurs qui ne comprennent pas pourquoi l'IT veut prendre la main. L'IT ne comprend pas pourquoi le citizen veut développer rapidement et veut son projet en 2 jours plutôt qu'en 3 mois. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail d'évangélisation et il faut être capable de faire le mix entre les deux. C'est-à-dire, moi j'étais plus dans l'IT, donc je disais que j'étais développeur d'origine, donc je développais, j'ai travaillé sur des éditeurs avec des solutions très complexes parfois, et j'ai trouvé ça plus simple d'aller sur du Mac, mais j'ai aussi ce background de la technique qui m'aide à parler finalement aux IT. Je sais parler architecture, je sais parler sécurité, etc. Donc ça aide, hein, et j'en ai vraiment besoin. Et ce que j'apprends là c'est quand même différent, c'est à parler au métier. C'est-à-dire vraiment travailler, voilà, vous voulez faire quoi exactement? Ah d'accord, c'est vraiment des cas d'usage métier. Hein. Donc c'est super intéressant parce que quelque part j'apprends à parler un peu plus aux non techniques, hein, mais tout en continuant à parler aux gens très techniques, aux architectes, aux responsables sécurité. Donc c'est des sujets intéressants et je pense que dans 5 ans, dans 10 ans maximum, il n'y aura qu'une techno pour construire des IHM, enfin qu'une techno. Bon, il y aura toujours plusieurs technos, hein, il y a plusieurs éditeurs qui créeront des nouvelles solutions, mais globalement, là, moi je peux vous parler de AI, de SB, d'iPaaS, d'automatisation, de RPA, vous voyez, il y a plein de technos et en fait, elles convergent toutes, elles ont toutes des zones de recouvrement. Et je pense que bientôt, on aura, ce sera globalement, je veux faire de l'automatisation, mais ça inclura tout le spectre en final. Hein. Automatisation comme les RPA, optimisation des scrappings de pages web, jusqu'à l'interfaçage back-end d'applications on-premise, hein, vous voyez, en donnant tout ça. Ouais. Et alors, justement... moi qui utilise Mec quand même de manière de plus en plus intensive, en tout cas que ce soit pour le besoin de ce podcast ou pour Cosa Vostra, donc l'agence où je travaille, donc vous avez changé de nom il y a à peu près 1 mois et demi. Oui, c'est ça. C'était le 22 février. Et alors j'ai remarqué que alors c'était fin février début mars, il y a eu quelques pannes, on va dire, sur Integromat. Pour moi, il y avait 2 possibilités vu le contexte. C'était soit cette migration technique que vous avez faite, qui a été... on connaît les migrations, c'est toujours un truc un peu compliqué, qui a eu des effets de bord négatifs. Mais il y a eu aussi au même moment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je sais que Integromat, à l'origine, je ne sais plus quel est le pays d'origine, mais... c'est la République tchèque. La République tchèque, donc on n'est pas très loin. Je me suis demandé peut-être qu'il y avait un effet de bord de cette invasion sur Integromat. Mais ma question, en fait, elle n'est pas sur... qu'il y ait des problèmes, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. C'est pas un souci. Ma question, en fait, c'était que aujourd'hui, si je vais développer une application en Rust, en Go, en PHP, en JavaScript, que sais-je, les seules défaillances qui peut y avoir sur mon application, elles sont de mon propre fait. C'est mon architecture qui n'est pas à niveau, c'est mon écosystème qui ne tient pas, ce genre de choses. Là, je me retrouve dans une situation où tout était bon de mon côté, c'est-à-dire que tout fonctionnait, mais l'acteur qui était au milieu ne fonctionnait pas. Et du coup, alors, on parle de pas grand-chose, hein, je crois que c'est pendant quelques minutes, voire quelques heures, mes scénarios ont été mis en stand-by, et puis après, ça a repris normalement et ça a repris l'historique. Mais il y a ce moment un petit peu de dire, en fait, je suis hyper dépendant de Mec, et si demain vous disparaissez ou vous changez un truc, en fait, je me retrouve assez coincé. Comment est-ce que du coup, quelle réponse tout simplement tu peux apporter, parce que j'imagine que je suis pas le seul à avoir ce genre de questionnement sur des entreprises. C'est quoi du coup l'approche sur ce genre de choses? Alors, en fait, tu fais bien d'évoquer ça, parce que c'est vrai. Alors, ce n'est pas lié à l'Ukraine, en fait. Hein. C'est juste lié au fait qu'on a complètement changé de technologie. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, j'étais très impressionné en tant qu'habitué des éditeurs, que pour une solution qui change d'architecture, qui change de type de data center, etc.,
faire une migration comme ça, enfin finalement on a beaucoup plus de gens qui crient lorsque ça marche pas que des gens qui disent quelque chose quand ça marche, hein. Donc on a eu beaucoup, moi j'ai vu sur Facebook Community, c'était très mauvais, hein. Enfin ça me faisait pas plaisir du tout de lire ce qui se disait, mais en fait je suis quand même très impressionné parce que en changeant de techno, tout marche out of the box. Bon, il y a des petits hicks, hein, mais globalement sur le nombre de personnes qui ont migré sur Make, il y en a finalement très peu qui ont eu des soucis. Donc ça c'est un premier point. Donc il y a quand même des soucis, parce qu'effectivement il y a eu des pannes, des choses comme ça. Et oui, en fait, c'est une question qui revient assez souvent, mais pas seulement pour des solutions comme Make. C'est-à-dire que chez tous les éditeurs chez qui j'ai travaillé, j'ai souvent cette objection du type, si demain vous disparaissez, ou si ça ne marche plus, je contrôle plus rien. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que des entreprises, des gens de l'IT des entreprises disent, moi je veux pas mettre mes applications critiques sur Make ou sur d'autres technos comme ça parce que je perds le contrôle, je sais pas ce qui va se passer demain, etc. Donc en fait c'est un cas qui est difficile à répondre parce que moi-même je suis comme toi en fait, hein. C'est pareil, si je me mets sur une techno, si demain elle tombe, moi si mon Raspberry Pi que j'ai installé pour ma domotique tombe demain, je vais être bien embêté parce que va falloir que je réinstalle que je le reconfigure. J'ai déjà essayé d'anticiper en disant voilà, si je fais des backups, etc. Tu seras obligé d'ouvrir tes volets à la main, voilà, c'est compliqué. Voilà, exactement, voilà, c'est avec le bras ça risque d'être difficile. Donc effectivement, c'est une question. Je ne sais pas si je vais pouvoir t'apporter une réponse qui pourrait rassurer quelque part. Ce qui est surtout important, c'est que en général, quand on fait un projet, ça je l'ai vu dans plein d'entreprises, c'est des projets qui durent 3-4 ans, allez, 5 ans grand maximum. D'ailleurs, on remarquera que les éditeurs qui font des solutions qu'on installe on-premise, hein, qu'on achète à la licence, souvent, les mises à jour, c'est tous les 2 ans et le end of life d'une solution, c'est au bout de 5 ans environ. Donc ça oblige les clients à migrer. Parfois, la migration est très pénible, très, très douloureuse, hein, parce qu'il faut réécrire des choses, etc. Donc en fait, ça c'est basé sur un cycle de vie un peu classique d'un projet. Si toi tu as fait des scénarios qui t'aident à transférer, à envoyer un emailing automatiquement, etc., lorsque tu fais un nouveau podcast par exemple, dans 5 ans, tu auras peut-être changé de techno pour faire l'emailing, tu auras peut-être changé de techno pour, je ne sais pas, enfin pour travailler. Et dans ce cas, tes scénarios de toute façon seront obsolètes. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu seras passé sur une nouvelle techno qui a plus le vent en poupe, etc. Mais c'est pas, tu vois, ce qu'il faut juste regarder, c'est si une société a le risque de disparaître demain. Hein, tu vois. Bon, dans le cas de Make, c'est pas possible parce que ça a été racheté par Celonis, qui est un très grand groupe. C'est une start-up qui vaut 11 milliards de dollars. C'est un décacorn, c'est bien le terme qu'on utilise. Hein. Ça, ouais. Voilà. Donc, il y a eu énormément d'investissements, 1 milliard en été dernier. Donc, il y a vraiment de la pérennité et Celonis utilise Make pour ses propres besoins. C'est-à-dire qu'ils ont fait une solution qui est propre à Celonis, qui s'appelle Action Flow, et qui tourne sur le moteur de Make. Hein. Donc en fait, il y a une forme de pérennité, c'est juste ça. Pour les 5 années à venir, voire plus évidemment, on l'espère tous, hein, moi je l'espère aussi. Et en fait, pour apporter une réponse plus précise, c'est assez amusant parce que moi je travaillais chez WebMethods, si tu as entendu parler, c'est une solution d'intégration qui maintenant appartient à Software AG. Donc c'est une société allemande, un très grand groupe, hein, qui travaille pour le mainframe, etc. Enfin, qui a racheté depuis très longtemps maintenant WebMethods. Et j'étais chez WebMethods quand ça a été racheté. On a des clients qui nous ont dit, c'était des prospects, ils nous disaient non, on arrête parce qu'on a trop peur, vous avez été racheté, votre techno va peut-être être mise à la poubelle. Ça arrive, hein, ça arrive. Ouais. Mais en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que le grand éditeur, Software AG, qui avait lui-même une solution d'intégration, a abandonné sa propre solution pour mettre WebMethods à la place. Hein. Donc en fait, on ne sait jamais sur quel pied danser, on ne sait jamais où ça va aller. Hein. Donc en fait, il faut essayer. Alors c'est bien de voir à long terme, évidemment, mais moi, je suis pas choqué sur 4-5 ans de cycle de vie de nos projets, en quelque sorte. Hein. Après si c'est du no-code, si c'est du Bubble, on peut se poser la même question. Si Bubble disparaît demain, que va-t-il se passer si j'ai développé toutes mes interfaces au-dessus de cette solution? Ou si Airtable disparaît aussi et j'ai mis toutes mes datas dessus?
En fait, ouais, ça pourrait arriver. Mais dans ce cas, tant pis, je fais un travail, je passe de Airbubble, je vais sur Snowflake ou sur d'autres technos, je change Bubble, je vais sur une autre techno Webfront. Donc voilà, je t'ai pas vraiment répondu, hein, mais disons que voilà, le meilleur moyen de se rassurer, c'est de dire, voilà, regardez au moins s'il y a de la pérennité sur les 4-5 années qui viennent, et ça suffira. Au final, moi, je trouve que c'est une bonne réponse, parce que c'est vrai que les projets ont fait régulièrement un gros refactoring ou une grosse migration ou une réécriture complète, et c'est vrai que c'est une time frame effectivement entre 3 et 5 ans, c'est le temps des trucs. Ouais. Donc oui, ça me va. Et puis c'est vrai qu'au final, quand tu fais le choix aussi d'aller sur AWS ou Google Platform, c'est la même chose en fait, tu choisis de te mettre d'entre les mains de quelqu'un et qui peut du jour au lendemain décider de changer quelque chose, quoi. Ouais, d'autant plus que ces technologies-là, souvent, enfin, alors, si on parle des IaaS, en fait, des infra as a service, pour pouvoir promouvoir leur solution, en fait, ils vont proposer des fonctionnalités complémentaires. Donc, je sais pas, par exemple, Amazon a une API Gateway pour faire de l'API management, par exemple. Il le propose à ses clients qui hébergent leur solution. Donc, c'est des petites solutions en plus qui font que, quelque part, même si tu dis, si Amazon disparaît demain, je vais aller sur Google Platform, je vais aller chez OVH, voilà, il n'y aura aucun souci, je passe. Et c'est pas si simple, en final. C'est-à-dire que même si l'éditeur, s'il y a du standard ou de l'open source ou des choses comme ça, de toute façon, il faudra à un moment donné revoir sa copie par rapport aux technos qui seront à disposition. Donc, on n'échappera pas. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure du catalogue, entre guillemets, de modules ou d'applications disponibles dans Make. Il y en a effectivement beaucoup, mais comment est-ce que, si moi je vais ajouter une application, parce que par exemple, il y a des services que j'utilise, qui n'ont pas d'application prévue dans Make, donc je fais des appels API, on va dire entre guillemets à la main, comme ce qui est permis. Mais comment est-ce qu'une application peut être ajoutée au catalogue et qui le décide ? Alors, de ton côté, si tu restes dans ton organisation Make, tu peux créer ta custom app. Hein. Donc, on a un langage de script, c'est des documents JSON qui permettent de faire ça, où tu peux construire directement ton app et tes modules. Donc, tu dis, voilà, je fais une app, my solution, et tu crées un module get customer, create customer, etc. Donc, c'est pas très simple, mais on peut quand même faire des trucs extrêmement avancés. Hein. C'est d'ailleurs la techno qu'on utilise pour créer les propres apps, on va dire Make. Hein. Okay. Et ça, c'est accessible sur même un compte gratuit ? Alors ça, c'est une bonne question. Là, tu me poses une colle. Il me semble que oui. Honnêtement, je ne saurais pas te dire. J'ai eu la chance d'avoir un compte internal et du coup, je ne sais pas si ça le fait. À vérifier pour les personnes qui utilisent un compte free. Donc, c'est dans Apps. Et là, on peut normalement cliquer Create a new app. Et donc, en fait, quand ces applications sont créées, tu peux en fait demander à Make de la valider pour la rendre disponible à la communauté. Donc, en fait, il y a tout un process. Donc, en fait, toi, niveau utilisateur, tu as un bouton à cliquer où tu dis, je sais plus, send for preview, par exemple. Et donc, ça va être vérifié par nos équipes développement d'app. Ils vérifient si les bonnes pratiques sont respectées. D'ailleurs, on a un document qui explique, sur le web, qui explique quelles sont les règles à respecter sur les règles de nommage, par exemple, sur les noms des modules, sur les datas qu'on va manipuler, etc. Et donc, ça va être vérifié par nos équipes. Et une fois que c'est validé, hop, c'est mis à disposition de la communauté. Alors parfois c'est un peu compliqué parce que on a des gros éditeurs qui refusent qu'un autre éditeur propose une app tant qu'on n'a pas de relation de partenariat. Je pense à YouTube. YouTube, on en entend parler beaucoup sur la communauté Facebook. Tout le monde dit voilà, à quand un connecteur, une app officielle YouTube pour Make. Et en fait, certains en ont fait, certains en ont développé. Alors, on en trouve parfois, on arrive à en trouver, c'est assez étonnant, mais en fait, c'est pas fait encore par la société Make. Et en fait, notre côté, on a créé quelque chose, mais on attend encore une validation de la part de Google pour pouvoir la mettre en disposition. Et parfois, c'est ultra long, ultra pénible. Ça prend des mois et des mois pour avoir un coup de tampon.
Je pense à SAP aussi. SAP, on va avoir bientôt un module pour SAP ECC, hein, donc vraiment le SAP pur et dur, hein, on-premise. Et ben pour ça, en fait, c'est pareil. Il faut un tampon. Et là, c'est pire. Il faut qu'on rétribue SAP. SAP demande de payer des royalties pour ça. Donc en fait, parfois, c'est pas juste on regarde, hop, c'est bon, on valide. Vous voyez, il y a aussi tout un écosystème à mettre en œuvre pour que ce soit validé. Mais tu peux, avec plaisir, hein, si tu veux mettre des applications, vas-y. Hein. Alors, je viens de regarder. Alors, moi, je peux, mais c'est vrai que j'ai un compte payant chez Meg parce que je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, c'était obligatoire pour moi. Donc, je peux. Donc, je sais pas si c'est disponible sur les comptes gratuits. Mais en tout cas, sur les premiers échelons de comptes payants, c'est possible, parce qu'en tout cas, moi, j'y ai accès. Donc, je commencerai à tester ça aussi avec plaisir. Oui. Et c'est vrai que je te rejoins. Enfin, tu évoquais l'exemple de YouTube. C'est vrai que moi, j'attends avec impatience une application YouTube, parce que pour uploader ces vidéos-là, l'API Google, elle est parfois simple et parfois d'une complexité colossale pour des petits trucs. Et donc, voilà, j'attends ça effectivement avec impatience. Ouais, moi aussi. Il y a aussi un autre sujet. Quand on dev une application, on a au final la main sur beaucoup de choses. Donc on a parlé de cette notion de pérennité, on a parlé de la notion un petit peu de sécurité, de fuite de données, on a parlé de la notion de déploiement. Il y a aussi une notion de performance qui parfois est importante, où du coup on va pouvoir mesurer que ce soit la consommation ou la rapidité d'exécution. Alors je ne sais pas si c'est peut-être des choses que j'ai mal faites, mais j'ai remarqué que moi j'ai certains scénarios qui utilisent beaucoup de modules et quand je commence à approcher la centaine de modules ou la dépasser, j'ai parfois un petit peu de lenteur, que ce soit en termes d'enregistrement ou d'exécution, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des trucs pour gérer la performance ou vous partez du principe que vous n'êtes pas sur ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion de performance sur les scénarios qui fait avec Mec et que du coup, c'est pas forcément un sujet en tant que tel? Alors, est-ce que tu parles du développement? Au moment où tu développes, tu as des lenteurs, ou c'est à l'exécution de ton scénario que tu as des lenteurs? Non, c'est au moment du développement. Du développement, ouais. D'accord. Donc ça, la rigueur, tu utilises Integromat ou tu es déjà sur Make? Sur Make, je suis passé le jour même. Moi, ouais, d'accord. Je suis un fidèle utilisateur. Moi aussi, tiens. Même avant. J'étais avant. Ouais, d'accord. Donc, ouais, effectivement. Donc moi, je n'ai pas eu de retour là-dessus. Enfin, je sais pas exactement ce qui a pu se passer de ton côté dessus. C'est probable qu'à un moment donné. Ça crée un document trop grand parce que je ne sais pas si tu as vu, tu fais des sauvegardes de temps en temps, tu peux créer quand tu crées un scénario visuellement, ça crée ce qu'on appelle un blueprint. Il y a un blueprint, c'est un document JSON qui décrit ton scénario. Donc si tu exportes, tout le monde peut faire ça, il y a 3 petits points en bas de l'écran, on fait export blueprint, ou on peut faire import blueprint pour récupérer un scénario qu'on avait sauvegardé à un moment donné. Et ce blueprint peut devenir gigantesque. Parce qu'en fait, quand tu mets, si tu fais un export juste avec un module, tu verras déjà, il est quand même assez massif. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le temps de parser ce document-là? Il y a un autre point qui peut créer des lenteurs. Alors, c'est pas sur le nombre maximum de modules dans ton scénario. C'est aussi... comme on veut trop rendre service à l'utilisateur, souvent, on va faire des appels. C'est-à-dire quand par exemple... je vais prendre l'exemple de Salesforce. Quand tu veux créer un nouveau contact, tu vas utiliser le module Create a Record. Et quand tu fais ça, en fait, ça va aller se connecter sur ton compte et ça va utiliser l'API metadata de Salesforce. Et cette API-là, en fait, va te retourner dans ton org tous les objets dont tu as accès. Et après, quand tu cliques sur Contact, il va chercher tous les champs pour les charger. Et ça s'appelle, dans Make, ça s'appelle des calls RPC. C'est des remote procedures, en fait, ça s'appelle. Et ces calls-là, parfois, ça va retourner 3000 éléments, etc. On va faire une pagination pour essayer de retourner toutes les possibilités qu'on veut offrir à l'utilisateur. Ça prend un temps gigantesque parfois, parce qu'on appelle une API tierce au moment où on développe. Le temps que l'API réponde, si elle a de la pagination et qu'il y a 10 pages, il faut faire 10 calls pour avoir les 10 pages. Puis après, il faut pouvoir l'afficher à l'utilisateur dans la pop-up. Est-ce que ce serait ça aussi qui pose problème? Je sais que ça crée des lenteurs. Alors, la R&D travaille actuellement sur des pistes d'optimisation.
On en a déjà, tu vois, par exemple, je sais pas si tu as remarqué, quand tu as une liste de choix, justement, tu as maintenant une petite loupe qui te permet de filtrer. Ça, tu l'avais pas avant, il fallait que tu parcours toute la liste. Donc ça, on va le généraliser, par exemple. Donc toi, niveau usage, ça sera plus facile. Bon, ça va pas accélérer le chargement de ces métadonnées, hein, mais bon, ça peut donner une meilleure expérience. Hein. Donc après, il faut pas hésiter à remonter ce genre de choses. Là, c'est bien, tu le fais à moi, et moi, justement, je peux remonter ça en interne. Mais en fait, tu peux aussi, en ouvrant un incident, un ticket, etc., contribuer au retour, au feedback, hein, des clients et faire en sorte que la R&D améliore les choses. Je pense que là, on l'a vu en février, honnêtement. Moi aussi, j'ai vu qu'il y avait des bugs, des choses qui ne marchaient plus, des webhooks qui n'écoutaient plus rien. Il y a quand même eu des couacs, on va dire, et certains ont déjà été corrigés, et ça va continuer. Et je pense que certains disent je préfère attendre. Je pense que, pourquoi pas, autant attendre. Ils ont jusqu'à plus de 2023 pour migrer. Hein. On laisse les deux versions en parallèle. Et d'ici cet été, à mon avis, ce sera vraiment stabilisé. Donc peut-être que ton problème de perf sera réglé. À voir. Okay. Là. Donc je peux pas le promettre parce que je suis pas dans la R&D, je sais pas ce qui se passe, hein, tu vois. Mais non, c'est noté en tout cas. Mais je pense qu'effectivement il y avait une question aussi de taille de ce fichier JSON. Ouais. Parce que je pense qu'il y a aussi une notion d'historisation peut-être de certaines modifs qui ont été faites, qui sont connues dans ce JSON. Oui. Et je sais que j'ai des scénarios qui ont beaucoup bougé. Oui. Voilà, je me dis que c'était peut-être aussi lié à ça. Je sais pas si l'historisation est stockée dans le même fichier. Je suis pas certain parce que tu sais, tu peux sélectionner après, tu peux remonter de certaines versions. Il me semble que c'est des fichiers distincts quand même. À chaque fois que tu sauvegardes, ça crée un nouveau fichier. Il y a peut-être des choses qui sont conservées ou peut-être qu'il y a des choses qui sont mal faites et que ça conserve des choses qui devraient pas conserver. Ouais. Moi, j'ai eu une fois je bidouillais, je sais plus ce que j'avais fait, j'ai eu une coupure d'internet et ça a rendu mon scénario un peu instable, c'est-à-dire que je pouvais plus sauvegarder, il y avait un truc qui n'allait pas. Bon, le workaround c'était, et tu peux peut-être essayer ça, c'est de sélectionner tous les modules, faire un copy, créer un nouveau scénario, faire un paste, et puis après reconfigurer 2-3 choses, mais globalement ça te refait un blueprint tout propre, tout neuf, et ça retire les petites cochonneries qui auraient pu se mettre suite à un petit bug, tu vois. Donc tu peux peut-être voir ça aussi si tu as des grosses lenteurs, tester ça. Tu vois. Ça marche. Du coup, tu as évoqué aussi en passant le versionning, parce que du coup, ça c'est aussi un truc qu'on retrouve dans nos pratiques de dev, d'avoir cette notion de versionning. Ouais. Et je trouve ça intéressant, en fait, cette évolution d'apporter comme ça des pratiques de dev dans ces outils qui sont, entre guillemets, de nos devs. Ouais. Et du coup, la question qui vient juste après, c'est est-ce que quand tu fais un projet mec, il faut que ton projet soit full no-code ou est-ce que tu vas pouvoir coder certaines parties, on va dire, à l'ancienne? Et si oui, du coup, comment est-ce que tu peux intégrer ton code? C'est-à-dire que du coup, il faut que tu aies une application à côté qui va communiquer en API, ou est-ce que tu peux avoir du code porté dans Mec? Alors, je vais faire un peu la même réponse que François lors du dernier podcast Raspberry Pi. Les deux, mon général. Hein. Parce qu'en fait... ce que tu peux faire, donc quand tu veux faire quelque chose de très spécifique, hein, tu peux coder dans Mec. Hein. Alors, il faut que la fonctionnalité soit activée. Hein. C'est pas actif par défaut, il faut demander au support pour qu'il l'active. C'est par user, en fait. Ça s'appelle IML, c'est Integromat Markup Language. Donc, on devrait l'appeler MML peut-être plus tard. Et donc, c'est basé sur du JavaScript, en fait. Hein. Donc, c'est une sorte de mix. C'est du JavaScript. Allez, je vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais ça te permet. Mais tu peux le faire que dans une app, hein, une custom app. Donc en fait, il faut créer une custom app. Hein. Dedans, tu crées un module, et de ce module, tu peux appeler du IML. Donc là, et dans ce IML, évidemment, tu codes. Donc tu peux faire des choses très spécifiques, un chiffrement très particulier à faire sur une data ou des choses que tu trouveras pas par défaut, tu peux le faire comme ça. Ça c'est un moyen de faire, et ça c'est portable quelque part, parce que si tu copies le scénario, tu copies la custom app qui va avec, etc. En plus, tu peux les custom apps, tu peux les développer soit dans l'interface, soit en utilisant Visual Studio Code, si tu connais. Donc c'est un outil que tu installes sur ton PC, et cette interface, il utilise l'API de Mec pour fonctionner. Donc il faut un plan
qui inclut l'API. Donc je crois que c'est Pro à partir de Pro. Hein. Mais là, quand tu utilises ça, en fait, tu restes sur ton environnement local pour développer. Ça synchronise avec ton environnement Make. Hein. Et en plus, tu peux utiliser les GitHub et compagnie si tu veux versionner ça, enfin créer faire des pushes, des pulls, etc. Donc tu peux travailler comme ça. Là, ça te permet de faire pas mal de choses. Par contre, une délimitation, moi j'aimerais bien que mes collègues à la R&D m'écoutent. Hein. C'est que j'aimerais pouvoir aussi rajouter des librairies tierces, par exemple, tu vois, rajouter des jars, etc. Et développer quelque chose d'un peu plus évolué, tu vois, pour enrichir la plateforme. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est pas possible. Donc on se contente des librairies classiques JavaScript, qui sont déjà assez nombreuses. Hein. On peut faire beaucoup de choses déjà, mais ça serait bien de pouvoir étendre. Alors un autre moyen, c'est le deuxième point, c'est utiliser des outils comme Lambda par exemple. Alors Lambda j'adore parce que c'est donc c'est Amazon hein, qui fait ça. Ce qui est génial, c'est que tu développes dans le langage que tu veux, sur lequel tu es le plus à l'aise. C'est du serverless, ça te crée un bout de code appelable, donc par API. Alors on a une app hein, Lambda, mais tu peux aussi l'appeler en HTTPS classique en fait. Hein. Tu peux utiliser le module HTTP et en fait ça te permet d'enrichir des fonctionnalités et les appeler par API. Alors c'est pas optimal parce que c'est pas exécuté en local, mais ça te permet de faire des choses assez sophistiquées tout en ayant une certaine souplesse, parce que tu t'appelles juste une fonction et tu pourrais même envisager de l'appeler à partir d'une application Bubble par exemple, hein, si tu veux. Et ça c'est vraiment très bien parce qu'en plus ça coûte que dalle. Enfin c'est comme pour tout éditeur, comme pour Make, hein, à un moment donné il va falloir payer, mais c'est des milliers et milliers d'appels. Hein, tu vois, si tu veux faire un projet pour toi, en général tu peux rester sur un plan free et tu peux créer ton code comme ça sur Lambda. Alors Lambda c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce côté, enfin c'est très, c'est génial en fait. Il te provisionne en fait tout. Alors j'imagine que c'est une machine virtuelle ou c'est un Docker. Il te provisionne tout et après tu n'as plus qu'à coder dedans, tu n'as plus qu'à t'y connecter, coder et voilà, le tour est joué. Tu as même l'exposition sous forme d'API, c'est natif. Hein, tu vois. Voilà, ça c'est deuxième solution. Mmh. Je recommande du coup sur les lambda, on a un très bon épisode sur le serverless avec Simon Parizeau. Alors j'essaie de retrouver le numéro de l'épisode, il est où qui est un épisode qui était assez récent, je crois que c'était le 139, non c'est ça 138, on parle effectivement de serverless et lui, je vais l'écouter. Il est 100% serverless, toute son infra, c'est que du serverless. Il est sur Lambda, S3, pas DynamoDB. Comment s'appelle la base de données de Amazon? Il me semble que c'est Dynamo. Si, c'est DynamoDB, c'est ça. Ok, ouais. D'accord. Donc il est en full serverless. Il fait de la banque, il fait de la transaction financière. Ah ouais. Et il est en 100% serverless. L'épisode est assez godin. Et alors justement, en parlant d'anciens épisodes, j'avais aussi une question en plus. L'épisode 139, pour le coup, j'ai reçu Arthur Kiefer, qui est de l'agence cube.fr, qui est une agence qui ne fait que du no-code. Oui. Ils font tous leurs projets en no-code, et donc il expliquait qu'ils font à peu près entre 80 et 90% des projets sont faits avec Bubble et Airtable, et le reste est codé en propre avec en général du JS. Et j'avais une question avec Arthur qui était que nous aujourd'hui par exemple chez Cosa Vostra, on a une partie de nos projets qu'on fait en Symfony, par exemple, ou en React, et on a une partie aussi qu'on fait avec du WordPress, où on fait des modules custom WordPress. Oui. Et au final, on a du mal à recruter sur cette équipe WordPress parce qu'il y a beaucoup de devs qui nous disent que WordPress, c'est pas du vrai dev, que tu vois, ça manque de complexité, de trucs comme ça et compagnie. Et Arthur, lui, au contraire, il fait que du no-code. Et donc, je lui demandais comment tu fais pour recruter des devs alors que tu es même à l'étape encore après de WordPress, c'est-à-dire que toi, tu es carrément en no-code. Et du coup, ma question pour toi chez Make, ces outils-là, est-ce que c'est des outils qui sont destinés du coup plutôt au contraire à des gens, à des devs très expérimentés qui du coup voient ce que tu évoquais tout à l'heure, ce gain de rapidité qu'on a avec des outils comme Make où tu mets en place très vite quelque chose de fonctionnel et du coup tu te dis génial, du coup je perds pas de temps à faire des trucs. Donc c'est un truc de barbu comme on dit, enfin en tout cas de développeurs expérimentés ou de développeuses expérimentées de gagner du temps là-dessus, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un truc de débutant pour se faire la main et passer après à l'étape au-dessus? Alors c'est vraiment une bonne question parce que ça revient un peu à ce que je disais au tout début. Pour moi, c'est aussi pour les deux parce qu'en fait, tu peux créer un scénario
Et enfin, comment dire, c'est là que je me suis retrouvé en tant que développeur, quand j'ai utilisé la plateforme Make, c'est que tu as toujours un moyen d'optimiser ce que tu as fait. C'est-à-dire tu peux faire un truc gore. C'est-à-dire, tu appelles un truc, ça fait plein d'opérations, ça te coûte cher, etc., plein de bundles, etc. Et tu as toujours un moyen d'optimiser. J'ai vraiment eu le sentiment de programmer quand j'ai commencé à utiliser la plateforme. Donc, donc je programmais en assembleur, surtout en C, en fait, en C... je revoyais tout le temps mon code et à chaque fois je trouvais un moyen d'optimiser, de le rendre plus rapide, plus court. Voilà. Et en fait, c'est exactement le même sentiment quand on travaille sur Make. Quand tu utilises les iterates, quand tu utilises les repeaters, tu fais des set variables, get variables, tu peux jouer pour optimiser tout ça. Et donc, quand je dis que ça s'applique à plusieurs utilisateurs, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas très technique, qui s'en sort moyennement, enfin, qui découvre un peu la techno, il arrivera à faire ton scénario. Il arrivera à faire de bout en bout tout ce que tu voulais faire en termes de cas d'usage. Et puis derrière, tu peux avoir quelqu'un de plus technique qui prend la main, qui regarde, qui dit « Ah, mais ça, tu aurais pu faire comme ça, tiens, je vais te le changer, etc. » Et en final, tu te retrouves avec un super beau scénario qui fait 3 opérations et qui te fait tout, qui fait le même use case qu'auparavant, tu vois. Donc en fait... je pense que ça s'adresse à tout le monde, mais il y a toujours des moyens d'optimiser. Donc ça vaut le coup que quelqu'un de plus technique vienne derrière, regarde et aide à optimiser ce qui a été fait. Okay. Voilà. Alors, j'ai pas testé Bubble. On m'a parlé d'un autre aussi que j'ai testé très rapidement, mais dont j'ai déjà oublié le nom. J'ai testé Zapier il y a longtemps, j'étais pas hyper fan. Au tout début, j'avais testé IFTTT. Oui. Dont ce podcast s'inspire du nom, vous vous en doutez. Et ce que j'entends beaucoup dans la communauté autour de moi, c'est qu'en fait, Make, Integromat Make, c'est entre guillemets le plus complexe de tous ces outils-là et que c'est celui qui est le plus adapté aux devs. Est-ce que, alors, je sais que tu t'adresses à une population dev, donc tu auras peut-être envie de faire une réponse un peu marketeuse pour justement t'adresser à cette population, mais en toute sincérité, est-ce que c'est vrai que c'est l'outil qui s'adresse le plus, qui a ce côté le plus technique, qui est du coup peut-être le moins accessible aux citizen développeurs que tu évoquais tout à l'heure? Alors, je ne vais pas faire une réponse marketing, je vais faire vraiment... Là pour l'instant, je parle vraiment en tant que... Enfin, sur ce que je ressens. Hein. Parce que moi, j'étais plus dev, hein, évidemment. En fait, oui. C'est vrai. En fait, même on a des clients qui ont déjà du Zapier, qui travaillent dessus, et je les vois perdus. Hein. J'ai déjà travaillé, fait des workshops au téléphone avec des clients. Tu sens qu'ils sont pas à l'aise. Hein, tu vois, Zapier est plus simple. Hein. Tu cliques, voilà, t'as plein de helpers qui te font les trucs. Et ça, tu les as pas nécessairement. T'as plus de souplesse, donc ça devient plus complexe en final. Hein. Comme une voiture de Formule 1, tu peux faire plus de choses pour accélérer, etc. Mais pour nous, on ne saurait pas la conduire, tu vois. Donc en fait, ouais, je pense que ça quand même, ça s'adresse plus à des devs ou comme on disait auparavant, hein, tu sais, on disait des métiers mais qui ont un peu de une appétence, une appétence, voilà, sur la technologie, qui ont déjà testé, qui ont déjà joué, par exemple ceux, j'en connais hein, qui font du Excel, qui font du Visual Basic sur Excel et qui font des trucs hyper sophistiqués dans leur fichier Excel. Eux ils ont même envie, hein, ils auront même envie de travailler plus avec la plateforme, pardon. Mais effectivement, c'est plus technique, mais moi, comme je viens de domaines encore plus techniques, finalement, les fameux DIPAS, je peux te dire que c'est rien comparé à d'autres solutions qui sont vraiment dédiées à l'IT, hein, où là, il faut vraiment comprendre toutes ces technos. Là, quand même, on est vraiment entre les deux, et je trouve qu'on a, tu sais, si on a une échelle hein, où on met les purs métiers, les gens qui connaissent rien à l'informatique, savent même pas utiliser un téléphone, et les purs geeks qui développent en C et qui soudent leurs composants pour comment dire, moi, je sais pas si c'est les pires, hein, mais sur cette échelle-là, en fait, t'as donc des technos qui sont là, visuellement, je pense qu'on peut le voir, qui sont côté très tech, d'autres qui sont côté très métier, et nous, on se rapproche un peu de la tech, mais tu vois, la frontière, enfin l'intervalle finalement, il est un peu mouvant, et ce qu'on essaie de faire, c'est agrandir comme ça, tu vois, faire plus de choses techniques. Hein. Donc ça c'est déjà le cas, hein. Donc là on n'est plus du tout sur du Zapier, hein. Et aller plus sur les plates-bandes Zapier en faisant du plus fonctionnel, on va dire, plus métier, plus simple. Et donc je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir un truc, tu cliques et tu as ton scénario qui est créé.
Néanmoins, ce que nous a annoncé le CTO, en fait, alors je peux pas trop, j'ai pas trop le droit de parler de roadmap de manière détaillée, hein. Mais globalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est des suggestions, par exemple, tu vois, donc ajouter de l'intelligence artificielle dans la solution. Comme nous, on sait ce que font nos clients, parce que du coup, c'est sur notre plateforme, donc on sait à quelle vitesse ils créent leur scénario, on sait ce qu'ils font, on sait les différents mappings qu'ils font, etc. C'est un peu créer une base de connaissances. Et après, faire des suggestions. Dire, voilà, tu vois, on a déjà les templates, hein, tu vois, mais un truc encore plus sophistiqué que les templates, c'est dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, tu veux récupérer tous tes contacts. Alors, excusez-moi, je prends toujours le même exemple, mais c'est le plus simple parce que je viens de travailler dessus hier. Tu veux tous tes contacts de Salesforce, hein, et tu veux les envoyer. Tu veux faire un emailing sur je sais pas, Sunnyblue, voilà, par exemple. Donc, dans ce cas, tu vas avoir une suggestion, va dire voilà, moi je pense que tu as besoin de mapper ce champ-là, ce champ-là, ce champ-là par rapport au contact parce que c'est ce qui s'est fait jusqu'à présent. Tu vois, donc en fait on essaie de rendre l'utilisation plus simple à des gens qui ne sont pas techniques, mais tout en continuant à avoir le connecteur HTTP, la capacité de faire des custom apps, etc. Parce qu'on veut garder ce côté-là. Ce côté plus tech, plus geek, hein, de la solution. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Moi, c'est ce que j'ai aimé, hein, dès que j'ai vu la solution. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui va permettre au métier de parler à l'IT, quoi. On en rêve depuis toujours et il y a quelque chose, tu vois. Ouais, carrément. Il y a quelque chose qui vient. Pour essayer de terminer sur ce sujet-là, sur tous les langages traditionnels, il y a aussi... on regarde souvent aussi ce qui se fait sur la communauté. Avant de choisir une techno, en général, un tech lead ou une tech lead va regarder un peu la communauté, à quel point elle est active, les dernières pull requests, voir un peu à quel point le langage est vivant, on va dire. À quoi ressemble la communauté aujourd'hui, Integromat, MEG, pardon? Alors, la communauté, tu veux dire, quelle est la question exactement? Enfin, à quoi ressemble-t-elle Est-ce qu'il y a une communauté qui est très large? Est-ce qu'au final, il n'y a que quelques experts qui viennent peut-être uniquement de mecs? À quel point la communauté peut influencer sur le développement de la solution? En fait, tu vois, c'est quoi l'écosystème, on va dire, de tout ça? Alors, on a un écosystème plutôt grand. Enfin, il faut juste regarder la taille de la communauté sur Facebook, hein, qui grandit de jour en jour. Puis on passe sur une nouvelle techno de forum, en fait, hein. Donc, pour l'instant, on est en parallèle. Enfin, il y a les deux. C'est une communauté, alors c'est vachement intéressant parce que ça ressemble à une communauté open source, tu vois, avec beaucoup de gens qui s'entraident. Alors moi j'y participe aussi, parfois je réponds à des questions qui sont posées. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Mais excusez-moi ceux qui attendaient une réponse, mais j'ai pas eu le temps. Mais globalement, c'est très dynamique. Et justement, c'est là qu'on voit que la solution permet de faire des contournements quand il y a une chose qui marche pas. On a toujours un moyen de s'en sortir en quelque sorte. Et la communauté est très dynamique. Donc on a beaucoup de gens qui râlent, évidemment, hein, mais on a aussi beaucoup de gens qui aident ou beaucoup de gens qui osent poser des questions. Ah, je suis bloqué là, etc. C'est difficile, est-ce qu'on peut m'aider? Et il y a toujours quelqu'un qui va dire ouais, tiens, je t'aide, ou même je me mets en message privé et on discute entre nous, je vais t'aider. Donc on a cette communauté-là qui est dynamique et qui fait que la solution peut avoir du succès. Et on a aussi une communauté gigantesque de partenaires. Alors c'est des tout petits, parfois deux personnes, parfois des grosses entreprises. Donc ces sociétés-là sont là pour accompagner les clients sur l'implémentation de leurs projets. Donc on a vraiment des personnes qui sont pas du tout techniques, qui s'en sortent pas sur la façon de construire leur scénario, peuvent se faire aider par ces experts, hein, qui peuvent très rapidement mettre en place un projet, un cas d'usage. Donc c'est vraiment très dynamique et on peut le voir en fait. Il suffit d'aller sur le site. Bon, ces derniers temps, il y a eu beaucoup, comme je disais, hein, beaucoup de gens qui ont râlé, ouais, c'est du racket, c'est ceci, c'est cela. Ouais, c'est un peu blessant, moi perso, je trouve, parce que j'ai la passion de la solution. C'est pas seulement parce que je suis chez l'éditeur, parce que finalement toutes les personnes, pour moi, enfin, juste une petite parenthèse, hein, les personnes qui sont sur les forums, sur Facebook, etc. Moi perso, c'est en tant qu'utilisateur finalement que je les aide. C'est pas en tant que employé de Make, hein, parce que moi je travaille plus pour les entreprises, les gros groupes en fait. Hein. Mais voilà, donc
quelque part, ça me touche parce que je dis, voilà, il y a quand même eu une prouesse, on passe d'une techno à l'autre, on passe sur du AWS avec du Kubernetes, voilà, des Docker pour monter en charge l'élastique, on utilise Elasticsearch pour les logs, enfin, c'est quand même une sacrée infrastructure qui a été mise en place, et je trouve que la société s'en est plutôt bien sortie lorsqu'ils ont fait la migration. Carrément. Donc ça fait mal au cœur quand on entend ouais, puis rien qui marche, c'est scandaleux, qui est victime de mecs comme moi, etc. Donc ça c'est un petit peu frustrant d'entendre ça. J'ai envie de répondre, je dis non je peux pas me permettre de répondre parce que je suis chez l'éditeur justement. Mais j'ai envie de répondre, attends, arrête, voilà, c'est bon. Donc du coup, globalement quand même, pour résumer, hein, c'est une communauté hyper active, c'est génial. Franchement, on pose une question, il y a toujours 4-5 réponses, les gens sont plutôt courtois, c'est vraiment agréable. Certains acceptent même d'aider en live, hein, c'est-à-dire on s'appelle, on se fait un zoom et on regarde ensemble. Donc c'est ça qui est aussi important pour le succès d'un produit. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Et à quel point est-ce que cette communauté peut influencer sur l'évolution de la solution ? Alors, il y a plusieurs moyens. Alors, c'est la difficulté. Alors, moi, j'ai posé la question parce que j'ai la chance d'être en interne. J'ai dit, voilà, il y a plein de fonctionnalités, tout le monde les attend, le converger, enfin, il y en a plein. Mais il y en a tellement que c'est difficile pour la R&D de prioriser, en final. Hein. Et parfois, une petite fonctionnalité qui paraît simple de notre côté, en fait, c'est très complexe à mettre en œuvre au niveau développement. Hein. Donc, en fait, ils sont obligés de faire le tri. Mais en revanche, la communauté peut insister sur des fonctionnalités. Il y a un système de vote, hein, de upvote, etc. Hein, on dit, voilà, moi je veux cette fonctionnalité. Et ça, c'est pris en considération hein, par les R&D pour faire évoluer. La petite difficulté qu'il y a eu ces derniers temps, c'est que même si la communauté donc peut aider en disant je veux ça, moi aussi, donc on fait monter les compteurs. Malgré ça, il y a eu une période de flottement quand même. La R&D a mis un temps très long à développer la nouvelle mouture de la solution, à passer sur Make, parce que c'était quand même très majeur, c'était majeur. Donc pendant ce temps, la R&D était vraiment focalisée sur ça, sur cette mise en place. Donc là, ils sont focalisés sur les correctifs des erreurs, hein, donc des bugs, etc. Et ensuite, on va pouvoir enfin partir sur du concret où on va avoir les nouvelles fonctionnalités que tout le monde attend. Hein. Donc continuez sur la communauté, continuez à demander, à faire des upvotes pour les fonctionnalités. N'hésitez pas à proposer. Je dis pas que c'est celui qui va être au top, ça va être le premier qui va être mis en œuvre, mais ça a quand même de l'influence. Ouais. Je dois avouer que moi j'ai une fierté de certains scénarios que j'ai fait, donc je suis vraiment, il y a une espèce de fierté, et quand je montre à certains collègues ce que je fais avec Integromat, tu vois, par exemple lundi soir, j'ai fait une presse à tous les podcasteurs du label Orso Media, donc qui produisent ce podcast. Je leur ai montré tout ce que moi je faisais avec le podcast. Ils étaient tous scotchés, tu vois, parce qu'en fait, moi, au final, grâce à Mec, je ne fais que produire du contenu aujourd'hui. Oui. Je fais quasiment plus parce que normalement, sur les trucs de podcast, tu dois aller, tu dois mettre ton article, machin, tu dois publier ton fichier audio, après tu dois publier sur les réseaux sociaux et compagnie. Ouais. Moi, tout ça, c'est fait entièrement automatiquement avec les prises de rendez-vous. Tu vois, ce que tu as connu aussi avec les prises de rendez-vous de préparation, d'enregistrement avec Calendly, tout ça, c'est streamliné grâce à ça. Génial. Donc, si vous écoutez, si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou si vous écoutez ce podcast, je vous invite soit à mettre en commentaire de la vidéo, soit sur Twitter, sur LinkedIn et autres, de partager avec moi le scénario dont vous êtes le plus fier sur Integromat, et on se fait une battle de scénarios Integromat. Et je pense que c'est même pas une question de nombre de modules. Moi, j'ai quelques scénarios qui sont à plus de 100 modules. Et au début, j'étais un peu fier de me dire, voilà, j'ai un truc qui fait 100 modules. Aujourd'hui, j'ai un écosystème qui est assez complet, assez construit. J'ai des petits scénarios qui sont un peu plus petits, qui sont de manière très, très modulaire. Et je suis assez fier de mon truc. Donc voilà, on se fait une battle de scénarios Integromat. Donc Twitter, LinkedIn, YouTube, mettez ce que vous voulez où vous voulez. Mais voilà, mais partagez ça avec moi et on se fera une petite battle là-dessus. On va avoir des trucs sympas. Hein, avec plaisir. J'aurais une dernière question pour toi, Benjamin, qui est la question rituelle de ce podcast. Oui. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Alors, justement, j'ai réfléchi à ça, je suis plutôt espace. Espace, ouais. Ok. En fait, moi, le tab, enfin, les caractères invisibles qui posent problème lorsqu'on fait du parsing de documents, etc., c'est assez insupportable. Et du coup, voilà, je préfère largement mettre 5 espaces plutôt qu'un tab dans un code, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Pour terminer cet épisode, tu as une surprise pour l'ensemble des auditeurs de ce podcast.
Alors oui, tout à fait. En fait, ce qu'on va proposer, c'est que dans les descriptions de la vidéo, vous pourrez cliquer sur un lien qui vous redirigera vers Make et qui vous permettra d'obtenir le plan Pro 3 mois gratuit avec 20 000 opérations. Bah top, merci beaucoup Benjamin pour ça. Donc ce sera dans la description de la vidéo, mais aussi du podcast et sur le blog, enfin selon l'endroit où vous êtes, normalement vous devriez trouver le lien pour bénéficier de cette offre. Donc merci beaucoup Benjamin et merci beaucoup à Mec de nous offrir ça. Merci Bruno. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si vous suivez cet épisode en live, je vous invite bien évidemment à rester après le générique. Et sinon, merci de continuer à partager ce podcast autour de vous, que ce soit en daily stand-up, que ce soit en code review, que ce soit lors d'un cocktail ou ce genre de choses. N'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, ça fait aussi toujours plaisir. Ou un petit like sur la vidéo, aussi ça permet de propager l'ensemble. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.